Bonjour à tous et à toutes encore une fois. Soyez les bienvenus à cette conférence de presse organisée par le Réseau de santé Vitalité. Avant d'aller plus loin, j'aimerais me présenter. Je suis Jean-René Noël, je suis le directeur régional des communications du Réseau de santé Vitalité. J'aimerais vous présenter plusieurs des membres de l'équipe de leadership du Réseau de santé Vitalité qui sont ici cet après-midi. Nous avons M. Gilles Lantaigne, président-directeur général du Réseau de santé Vitalité. Monsieur Richard Lausier, à mon extrême droite, qui est chef des opérations de la zone Beau Séjour et vice-président à la pratique professionnelle, aux affaires académiques et à la recherche. Ensuite, Madame Gisèle Beaulieu, chef des opérations de la zone Nord-Ouest et vice-présidente à la qualité. Ensuite, Dr France Desrosiers, qui est notre médecin-chef régional. Suivi ensuite de Monsieur Jacques Duclos, chef des opérations de la zone Restigouche et vice-président à la santé publique. Et enfin, M. Stéphane Lagacé, chef des opérations de la zone Acadie-Bathurst et vice-président aux technologies de l'information sur la santé. Alors, sans plus tarder, j'aimerais aussi souligner la présence parmi nous du Dr Daniel Dituraldi, qui est le directeur médical de la zone Beau Séjour, et également Dr Neil Branch, qui est le directeur médical de la zone Acadie-Bathurst. Alors, sans plus tarder, j'invite M. Gilles Lantaigne à nous présenter la vision du Réseau de santé Vitalité pour l'avenir des soins de santé dans notre réseau. M. Lantaigne. Merci, Jean-René. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je m'excuse à l'avance un petit peu là, de ma voix. Je pense que ma petite fille a réussi à communiquer quelque chose avec moi. Elle avait beaucoup joué dans l'eau, ça fait que... Donc, vous savez que le ministère, pas le ministère, mais l'ensemble du gouvernement est dans un processus de révision de ses programmes. Et le réseau de la santé ou le domaine de la santé est quand même un secteur où il y a une contribution importante des finances publiques. On parle d'au-dessus de 40 %. Donc, dans ce cadre-là, on comprend là, que les objectifs du ministère doivent aussi inclure des efforts du domaine de la santé. Donc, par contre, nous, on veut quand même établir là, la meilleure manière possible d'organiser nos services à l'intérieur de ce cadre-là. Et ce qu'on veut, c'est des services de haute qualité, en temps opportun. On veut que ces services-là soient centrés sur les besoins de la population et on veut s'assurer qu'ils soient viables sur le plan clinique et financier. Donc, le contexte, c'est nous, on sent bien les attentes de nos concitoyens. Ils s'attendent à ce que les services, le système de santé contribue à l'amélioration de l'état de la santé de la population, qu'ils offrent des services qui répondent à leurs besoins et que ce soit aussi géré de façon viable pour les générations futures. Donc, on voit un très bon alignement entre ce que nous, on va faire et les attentes de la population. Cependant, il faut quand même constater là, qu'il y a vraiment de la place à amélioration au Nouveau-Brunswick en matière de santé et de services sociaux. Donc, le contexte, c'est qu'on a articulé ce on a appelé dans le cadre de cette révision des programmes, mais aussi là, une occasion, une opportunité qu'on a vue de transformer et de moderniser le système de santé dans un rapport qui cet été a été remis au ministre. Puis, les changements sont absolument nécessaires et la transformation envisagée, nous sommes convaincus, nous permettra d'améliorer et de faire les choses différemment. Des éléments fragmentaires du rapport ont été partagés en public, et notamment en ce qui concerne la diminution des lits. Et il faut dire qu'on n'est pas surpris que ces informations-là aient circulé. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas un rapport ou ce n'est pas une opinion qu'on a donnée au ministre et au ministère en catimini. On l'a préparé avec plusieurs intervenants. On a discuté avec des cliniciens, plusieurs membres à l'interne. On a discuté aussi avec beaucoup de partenaires communautaires. Donc, le fait que certains éléments sortent ne nous a réellement pas surpris. Par contre, on a l'impression que le rapport aurait peut-être mérité d'avoir un peu plus d'éléments, peut-être moins, comment on pourrait dire, moins punchy ou, disons, moins sensationnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on profite de l'occasion de vous donner un peu plus de contenu sur ce qui est contenu dans ce rapport-là. Donc, on veut vous présenter un peu notre vision. Et notre vision, c'est finalement, là, de modifier notre modèle de prestation des soins de façon en profondeur.
Et l'élément central, c'est un virage vers les soins primaires, les services communautaires et les soins ambulatoires. Il faudrait donc il faut qu'on accepte, nous, de désinvestir dans certains secteurs pour réinvestir dans d'autres secteurs qui, nous pensons, sont beaucoup plus porteurs pour aujourd'hui, pour la transformation, mais aussi là, pour l'avenir du réseau. Donc, c'est adopter toujours une approche centrée sur les patients. Notre nouveau modèle de prestation s'articule autour de 3 axes principaux. D'abord, une meilleure utilisation de nos ressources, améliorer nos pratiques cliniques et aussi effectuer des efficiences opérationnelles accrues. Donc, en fin de compte, si on voulait résumer l'ensemble de la vision, ça s'articule autour d'offrir des solutions de rechange à l'hospitalisation. Le système de santé ne s'est vraiment pas adapté au vieillissement de la population et à l'émergence des maladies chroniques. On sait que le Nouveau-Brunswick est la province qui vieillit le plus vite du Canada. On a entre 2005 et 2011, déjà, c'est presque 2 de la population, un accroissement de 2 de la population qui a 65 ans et plus. Et depuis 2011, je pense que les données se sont encore accélérées un peu plus, qui confirme un peu notre position de leader là, en ce qui concerne les gens de 65 ans et plus. Mais donc, les patients ont besoin des alternatives pour adresser le problème d'accès au bon moment et dans le cadre approprié. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réduire la fréquence des hospitalisations, la durée des séjours à l'hôpital et le nombre de consultations au service d'urgence. C'est ces 3 éléments-là qu'on veut de façon prioritaire adresser. Donc, ce que nous voulons faire, ce que nous proposons, dans le fond, c'est optimiser des services de programme extramural, un programme que vous connaissez, qui, à un moment donné, au début des années 80, je crois, le Nouveau-Brunswick était un pionnier. C'était le premier dans le Canada qui mettait sur pied un tel système. On veut, par contre, là, on veut un petit peu copier sur ce qui se fait ailleurs, notamment en Ontario et au Québec, et créer ce qu'on appelle un hôpital virtuel. Et ce que ça peut vouloir dire en termes concrets, un hôpital virtuel, c'est maintenir des gens dans leur milieu, des gens dont la santé est très fragile, des gens qui sont malades, mais pour qui on peut mettre des services qui vont pouvoir prévenir des hospitalisations et des visites à l'urgence. Je vais vous donner un exemple dans un moment. Admettons qu'on sait que quelqu'un a besoin de venir à l'hôpital pour certains tests diagnostiques et si cette personne-là doit aller sur une liste d'attente qui fait en sorte là, que ces tests-là ne seront pas disponibles avant quelques semaines, avec un hôpital virtuel, ce qui pourrait arriver, c'est qu'une prise en charge de ces gens-là, une bonne connaissance de leurs conditions de santé, ils pourraient avoir un accès beaucoup plus direct à certains services diagnostiques, ce qui permettrait de moins décompenser et aussi là, un accès en temps opportun à ces services-là. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a à peu près 24 des lits qui sont occupés par ce qu'on appelle des autres niveaux de soins. Ce sont des personnes qui ont fini leur séjour en courte durée et qui doivent attendre en milieu hospitalier pour aller dans un foyer de soins. Ces personnes-là, c'est démontré que s'il reste une journée de plus en milieu hospitalier, si leur situation ne le requiert pas, ils ont tendance à décompenser et ça prend à ce moment-là pour chaque jour, il est estimé que pour chaque jour d'hospitalisation de trop, ça en prend 2 pour récupérer. Donc, si quelqu'un reste à l'hôpital 1 mois de trop, vous pouvez voir le problème que ça engendre et éventuellement, ces personnes-là n'ont vraiment pas beaucoup d'autres options que d'aller en maison de longue durée. Il y a aussi des situations où des personnes, les médecins pourraient leur donner leur congé, mais faute d'une meilleure organisation à l'interne, on a des défis à leur donner leur congé. Ça peut être pour des raisons communautaires, mais ça peut être aussi le médecin qui aurait besoin d'avoir accès à un meilleur plateau technologique plus rapidement. Et plutôt que d'attendre, disons, le lundi, si on est le vendredi, s'ils pouvaient avoir accès aussi, on pourrait permettre aux patients de retourner et le lundi d'avoir accès à ces examens-là, ça serait possible de leur donner leur congé. Donc, on pourrait diminuer aussi les durées de séjour.
Donc, ce que nous proposons également, c'est de mieux cerner et coordonner les interventions en milieu hospitalier. C'est un peu les exemples que je donnais tout à l'heure. Avoir une concertation absolument étroite et intégrée avec le ministère, entre le ministère de la Santé, celui du Développement social et les foyers de soins pour réduire le nombre d'aînés hospitalisés qui sont en attente d'hébergement. Il y a des provinces qui ont obtenu des résultats phénoménaux à ce niveau-là. On peut penser entre autres à la Saskatchewan, où je pense qu'actuellement le taux de haut niveau de soins, c'est-à-dire les gens qui attendent à l'hôpital, est à 7 %. Le Québec aussi a connu des percées de ce côté-là. L'Ontario, je pense qu'au plan provincial, sont rendus à 13 %. Nous, avec 24 % on fait figure là, de système là, qui a vraiment un défi à ce niveau-là. Juste libérer ces lits-là permettrait là, une meilleure fluidité à l'interne, meilleur accès à des lits lorsque les médecins à l'urgence ont besoin de faire des admissions. Et ultimement, on souhaite éviter là, des gens comme qu'on voit sur civière dans les corridors pour des périodes de 12-24 heures en attendant des hébergements. Au niveau du service d'urgence, on a parlé qu'il y a des améliorations importantes. Aujourd'hui, il y a à peu près 450 personnes, probablement, si on est d'une journée moyenne, qui pourraient être probablement vues à l'extérieur d'un milieu hospitalier. Ce que ça veut dire, en d'autres mots, c'est qu'il y a une culture. Les gens ont la culture de se rendre à l'urgence quand ils ont besoin d'un accès rapide, mais aussi, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement toutes les alternatives qu'on pourrait mettre en place pour prévenir ces gens-là d'aller à l'urgence. Ça veut aussi dire que quelqu'un qui est vu, je ne sais pas moi, à l'urgence et qui a besoin d'un traitement d'antibiothérapie intraveineuse le vendredi, si on n'est pas capable de mettre ces services-là en place le samedi à domicile, ces gens-là doivent revenir à l'urgence le samedi, possiblement le dimanche, et attendre de longues heures à l'urgence. Donc, il y a moyen de faire mieux en organisant et en coordonnant ces services-là, ce qui permettrait ici là, une diminution de personnes. Les statistiques que vous voyez là, on parle au-dessus de 60 % des gens qui sont, je pense que vous commencez à être familier avec le terme, de niveau 4 et 5. Ce sont des niveaux où les personnes pourraient recevoir des services à l'externe. Il y a des médecins qui ont commencé dans leur pratique à prévoir des plages pour des urgences, à prévoir des plages où finalement, si quelqu'un y arrive quelque chose à domicile, plutôt que de se rendre à l'hôpital ou au service d'urgence, appelle, et comme il y a des plages qui sont prévues à même l'horaire des médecins, ils peuvent être vus. Ça évite des hospitalisations ou des visites à l'urgence, et c'est ce genre de système qu'on va mettre en place. À court terme, par contre, vous avez vu là, qu'il y a quand même, dans l'information qui a circulé, des options à lesquelles on prévoyait de possiblement fermer certaines urgences. Nous, on pense, dans notre document qui a partiellement circulé, on pense qu'à court et à moyen terme, on préfère maintenir les urgences qui sont en place parce que ces alternatives-là aux visites de l'urgence ne sont pas encore mises en place. Donc, poursuivre l'analyse du fonctionnement des services d'urgence après qu'on aurait mis en place ces choses-là pour vraiment évaluer quels ont été l'impact au niveau de la clientèle et si réellement on a besoin du même type d'urgence. On fera ça à ce moment-là de faire a posteriori. Au niveau des services de nos pratiques cliniques, ce qu'on pense, c'est qu'on est capable de réexaminer nos modes de prestation de soins en fonction de l'évolution des connaissances et se questionner face aux approches traditionnelles et les remettre en question dans le but de continuellement s'améliorer. Ce qu'on voit, c'est qu'il émerge un peu partout au Canada, dans toutes les provinces et dans les régions, des bonnes pratiques sur lesquelles là, les organisations peuvent regarder et voir comment ils peuvent organiser leur système et leur processus de gestion de façon à être plus efficient au niveau des pratiques cliniques. Donc, engager nos professionnels de la santé, les médecins, on a besoin de leur expertise pour transformer notre système. Ce que nous proposons, c'est réduire les examens diagnostiques. Pour ça, par contre, il faut mettre en place aussi des éléments qui vont permettre de faire ça, et les traitements et les procédés inutiles. Il est démontré au Canada, mais partout ailleurs, là, qu'il y a moyen
de réduire les examens diagnostiques. Certains vont vous dire que c'est 25, 30 d'examens qui peuvent être réduits, qu'il y a des alternatives qui existent à ce niveau-là. Donc, pour pouvoir arriver à faire ça, il faut améliorer nos façons de faire. Il faut aussi offrir aux médecins les connaissances et l'expertise qui émanent d'ailleurs pour qu'ils puissent arriver à se faire là. On veut aussi offrir démédicaliser les soins de vie, démédicaliser les soins en fin de vie. Et ça aussi, là, probablement, toutes les provinces au Canada se sont déjà donné une stratégie. Je sais que le Nouveau-Brunswick est en train de travailler sur une stratégie pour les services en fin de vie. Certaines régions au Canada sont arrivées à ce que 80 des personnes qui veulent mourir à domicile ont l'option de le faire. Ça veut dire beaucoup, ça. Ça veut dire que, admettons qu'on pouvait intervenir dans des foyers, il est peut-être possible qu'on éviterait des visites à l'urgence, des hospitalisations et même des gens qui sont hospitalisés et qui meurent à l'hôpital. Pour plusieurs, ce n'est pas le premier choix et on pense qu'on est capable d'offrir une gamme de services là, qui rencontre mieux les besoins de la population et qui sera aussi moins dispendieux. Ça également, ça a été démontré et qui finalement là, remplirait probablement une mission au niveau de la santé sur laquelle il y a des améliorations à faire. Il y a aussi en insuffisance rénale, ça c'est un autre exemple où certains pays scandinaves, 30 des gens qui doivent recevoir des services de dialyse peuvent le faire à domicile. Nous, on s'aperçoit que c'est un domaine où il y a vraiment une augmentation de la demande année après année. Il y a des régions où on juge que c'est rendu épidémique. Donc, il faut vraiment regarder est-ce qu'il y a moyen de mieux servir ces personnes-là par d'autres façons qui sont peut-être un peu moins invasives ou du moins retarder la dialyse traditionnelle en offrant ce qu'on peut appeler la dialyse péritonéale. Et aussi, là, je ne sais pas, mais si on se mettait tout ensemble, il y a peut-être moyen qu'on augmente aussi les transplantations rénales. Donc, la situation au niveau des efficiences opérationnelles, il y en a qui peuvent être mises en place par de nouvelles technologies. Chaque jour, il y a des choses, il y a des découvertes, il y a des choses des connaissances là, qui se développent. Et nous, on veut optimiser la télésanté et aussi, là, on a d'autres exemples dans notre plan par rapport à la transcription et la reconnaissance de la voix qui permettraient de faire des efficiences. Et ces argents-là pourraient être réinvestis dans ces alternatives qu'on vous a parlé au niveau des hospitalisations et au niveau là, des visites d'urgence. Donc, les prochaines étapes, le document, comme vous le savez, c'est un secret de polichinelle. Il a été acheminé au ministère. Nous sommes en attente des décisions au niveau ministériel, pas uniquement au niveau de la santé, mais je pense au niveau de l'ensemble de la révision des programmes. Parallèlement, on travaille avec les équipes internes du réseau pour mettre en place des plans d'action détaillés et aussi là, ces plans d'action avec des échéanciers précis. On poursuit nos consultations. Jusqu'à date, on a rencontré des gens dans à peu près toutes les régions où Vitalité est présent. On peut penser à Grasso, à Saint-Quentin, on peut penser à la Mecque. On a rencontré les maires de Kent, on a rencontré les maires dans la région Restigouche. Donc, il y a plusieurs interventions qui ont eu lieu. Et jusqu'à date, je vais vous dire que ce qu'on entend, c'est que les gens, il n'y a personne qui nous dise qu'il n'y a pas moyen de mieux faire. Au contraire, des suggestions nous viennent d'à peu près partout. En même temps, ce que les gens nous disent, bon, mais on attend, on voudrait participer un petit peu on voudrait participer à l'élaboration de ces solutions avec vous. Donc, on est en train de mettre en place, de continuer ces discussions-là. Dans la péninsule, prochainement, on va avoir une autre rencontre assez importante avec des représentants. Donc, on continue avec l'équipe médicale et avec l'équipe des CDO d'aller rencontrer ces gens-là dans tous les milieux pour cueillir les idées, aussi ramasser. Il y a des choses qu'on a eues dans le passé par rapport à des consultations qu'on a faites. Beaucoup d'informations qui est là et il s'agit de mettre ça en place et à travers des plans qui pourront être développés très rapidement à partir du moment là, où on aura le OK du ministère par rapport à notre orientation, à notre vision en matière des transformations qu'on veut faire.
C'est sûr là, que les choses ne se feront pas d'une journée à l'autre. Par contre, on a un échéancier d'1 an, 12 à 18 mois, où on va commencer à faire des transformations. Ces transformations, on pense qu'on est capable de les mettre en parallèle, de telle sorte là, que ça n'occasionnera pas des augmentations de dépenses, mais ça se fera en même temps où des économies vont être générées, ce qui nous permettrait aussi d'atteindre les objectifs du ministère. Donc, en conclusion, c'est sûr qu'on veut participer aux efforts de la province. On pense qu'en plus de participer, c'est vraiment une occasion de transformer et de moderniser le système de santé. Et c'est pour ça qu'on a un regard vers l'avenir. Et on pense que ces services-là, en fin de compte, vont être capables de réellement d'améliorer nos capacités de répondre aux besoins de nos populations actuelles et futures. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Lanteigne, pour votre présentation. Alors, nous allons maintenant passer à la période de questions et réponses. We will now proceed with the Q&A. On va passer à la période des questions-réponses. Vous pouvez utiliser le micro pour être certain d'être entendu de tous les intervenants. Et vous pouvez aussi poser les questions dans la langue officielle de votre choix. So you're free to ask any questions. Vous êtes donc libre de poser vos questions à M. Lanteigne, Dr. Desrosiers ou une des autres personnes dans la langue officielle de votre choix. Vous pouvez peut-être commencer par vous identifier et aussi indiquer pour quels médias vous travaillez. Merci. Mario Mercier, l'Étoile. Mario Mercier, l'Étoile. Aux habitudes des gens, aux changements, il va y avoir beaucoup de changements aux habitudes des gens. C'est quoi votre stratégie pour les accompagner là-dedans, les éduquer? Parce que ça va être quand même un bouleversement là, assez majeur. Disons que c'est un bouleversement important et majeur, comme vous le dites. Mais en même temps, là, les gens, je pense que depuis un certain temps, sont familiers avec le virage ambulatoire. Ce n'est pas un concept qui est nouveau, du moins au niveau là, des transformations qu'on a entendu, des réformes qui se sont faites au Nouveau-Brunswick, on a entendu des réformes en Nouvelle-Écosse. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment établir des communications. Et dans notre plan de transformation, c'est intéressant que vous soulevez ce point-là. Il y a un volet, il y a un chapitre complet sur comment on va communiquer, avec qui et avec qui on va communiquer. Il y a des changements, il y a des us et coutumes qui sont assez ancrés. Et c'est en éduquant, en échangeant et en communiquant là, avec les représentants municipaux, les représentants locaux, les associations. Quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Je pense que les CDO là-dessus ont peut-être des choses à dire parce que dans les zones, là, il y a déjà plusieurs secteurs de communication et des organismes qui sont de bons porte-parole qui peuvent porter ce message-là. Tout à fait. Si je peux ajouter, il y a déjà des regroupements communautaires qui existent dans nos localités et on est constamment en contact avec ces personnes. Puis c'est important pour nous de demeurer transparents dans les démarches qu'on est en train d'entreprendre et je pense qu'on a certainement une confiance de leur part. Puis c'est ce qu'on veut maintenir. Gilles Thériault, CKRL. Ce lit là, qui pourrait être coupé dans les hôpitaux francophones de la province. 41 dans Acadie Bathurst. Qu'est-ce qu'il en est exactement de tout ça, là? Ça fait partie du rapport que vous avez remis au ministère de la Santé? Oui, absolument. Ça fait partie. Et le chiffre exact est 99 qui sont répartis dans les 4 zones. Le détail, on filtré à un moment donné et je pense que les données étaient assez précises, ce qui a été communiqué. Par contre, nous, on insiste pour dire qu'on ne voit pas vraiment ça comme une fermeture, mais plutôt comme une occasion de transformation et de modernisation des services. Donc, ces lits-là, c'est des lits à partir duquel on a regardé l'utilisation. Ce qu'on a regardé aussi, là, c'était les hospitalisations dites évitables, en autant qu'on mettait des choses en place pour éviter ces hospitalisations-là, où la durée
ce qu'on appelle la durée de séjour moyen, donc le nombre de jours que la personne passe à l'hôpital. Et on est absolument rassuré que ces chiffres-là ont quand même beaucoup d'allure, parce que si on compare aux autres provinces canadiennes, il y en a qui ont réussi à aller bien au-delà de ce que les 99 lits représenteraient pour notre réseau actuellement. Donc, en d'autres mots, en bout de piste, après les 99 lits qui seront transformés dans des services dits ambulatoires ou communautaires, il va nous rester encore plus de lits par 10 000 personnes, par 10 000 habitants que les autres provinces canadiennes. Donc, on est assez sécure de ce côté-là. Tout ce travail-là, c'est un peu la suite des choses qu'avait mis en place un ancien président directeur général du réseau, Lino Volpe, pour ne pas le nommer, là. Comment est-ce que vous croyez que vos professionnels de la santé, les médecins d'une part, les infirmiers, les auxiliaires surtout, tous ces gens-là sont débordés, il ne faut pas se le cacher, là. Comment ils vont réussir à surmonter tout le surplus que vous allez leur donner à faire? Oui. Si je peux me permettre, on va prendre un exemple. Parce que les patients dont on parle tout de suite, ce sont des patients qui pourraient recevoir les services qu'on leur donne dans les lits actuellement ailleurs, chez eux, par exemple. Si on prend un des principaux diagnostics là, qui justifie l'hospitalisation actuellement de nos patients, c'est les maladies pulmonaires obstructives chroniques ou le diabète. Mais les patients qui sont dans un diabète débalancé n'ont pas besoin d'être ajustés à l'hôpital. Déjà, on a des patients qui sont ajustés à la maison par l'extramural. On manque peut-être de ressources à l'extramural. Alors, on ne parle pas ici de donner plus de travail aux médecins de famille ou plus de travail aux infirmières à l'hôpital. Au contraire, on parle d'un shift de services vers des services ambulatoires pour que le patient qui est débalancé ait des services à domicile puis qu'il n'ait pas besoin d'être hospitalisé. Ou, par exemple, M. Lantaigne mentionnait tantôt où est-ce qu'ils vont être alités, ils vont être moins actifs, alors ils perdent de l'autonomie, et puis là, on s'enclenche dans un autre servicieux. Bridget Yard from CBC. Bridget Yard, de CBC, si vous pouvez m'expliquer la rationalisation derrière la transformation des 99 lits, s'il vous plaît. Eh bien, ce que ça veut dire, c'est que graduellement, sur une période d'un an et demi, c'est une fermeture de 99 lits dans le réseau Vitalité. Il reste à identifier exactement quel établissement. Jusqu'à date, on a identifié les zones. Et à partir de ces zones-là, là, avec des plans un peu plus précis, en sachant exactement quels services et où on va les mettre en place, on va être capable de les fermer graduellement. Donc, oui. Oh, I thought we had translation. I'm sorry, you don't have that. Vous n'avez pas de récepteur pour la traduction? Okay, sorry. Yes, so what it means... Oui, ce que ça veut dire, c'est que sur une période de 12 à 18 mois, ce que nous allons faire, c'est de fermer ces lits dans les institutions, dans les hôpitaux qui ont encore besoin d'être précisément identifiés, parce que tout de suite, on a dans les zones, certaines zones ont 3 hôpitaux ou 2 hôpitaux, et il y a du travail à faire là, mais ce qu'on appelle les hospitalisations qui sont évitables. Alors donc, en mettant en place ces services alternatifs qui vont éviter ces hospitalisations, premièrement, ou écourter le séjour moyen dans les hôpitaux. Ce qu'on sera en mesure de faire, c'est de transformer ces services. Donc, ce qu'on propose au ministre, c'est de fermer ces 99 lits, mais de récupérer la moitié des épargnes que la fermeture de ces lits occasionne, afin qu'on puisse réinvestir dans ces services qui seront plus appropriés aux besoins de la population et qui vont satisfaire à leurs besoins beaucoup mieux et qui sont moins coûteux. Donc, c'est tout à fait étonnant qu'au Canada, il y a eu plusieurs études de fait et beaucoup de recherches de fait là-dedans par le Conseil canadien de la qualité ou l'Association des soins à domicile du Canada. Et les soins à domicile et des soins alternatifs à l'hospitalisation coûtent beaucoup moins.
Et c'est une situation gagnante-gagnante. Et c'est pourquoi nous proposons cette transformation et modernisation. Hérault, vous parlez de placer votre plan, de le mettre en œuvre dans les 12 à 18 mois. Vous dites également qu'il y a 24 des personnes âgées qui occupent les lits d'hôpitaux. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ne seront pas encore là dans les 18 prochains mois, que le 24 les gens seront encore à l'hôpital là, dans les 12 ou 18 prochains mois, j'imagine? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a des provinces qui ont réussi à diminuer le taux d'hospitalisation des personnes qui requièrent des foyers de soins de façon assez importante sur des périodes assez courtes. On ne pense pas qu'à l'intérieur de 18 mois, ça va être zéro. On sait que certains petits hôpitaux ont réussi des progrès phénoménaux ailleurs. Par contre, là, si au moins on empêchait des nouvelles admissions, je pense que par attrition, on arriverait dans un an et demi à des résultats significativement meilleurs. Mais on a encore des personnes qui vont occuper ça. Est-ce que le taux serait 20, 18, 16? On n'est pas certain du succès qu'on va avoir. Par contre, les projets qui ont été mis en place ailleurs ont démontré deux choses très, très importantes. Après 90 jours de retour à domicile, si on s'organise pour pouvoir retourner les gens qui ont besoin de services assez intensifs à domicile, après 90 jours, souvent, il y a au moins 90 de ces gens-là qui sont encore à domicile. Donc, c'est quand même assez remarquable comme succès. L'autre chose aussi, c'est qu'on remarque que ces gens-là sont beaucoup plus mobiles qu'ils étaient. Donc, il y a un regain dans bien des situations d'une autonomie qu'ils auraient perdue s'ils étaient restés à l'hôpital. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut ajouter. Je peux peut-être donner un exemple concret par rapport à cette situation. Si on prend l'exemple de l'hôpital général de Grand-Sault, qui compte 20 lits actuellement. Quelques années passées, les lits étaient pratiquement tout occupés par des patients qui étaient en processus ou en attente de placement. Sur 20 lits, je dirais qu'on était à 10, 12, puis des fois 15 patients qui étaient en attente de placement. Des initiatives ont été entreprises avec Développement social pour améliorer les heures ou augmenter les heures soins à domicile ou dans d'autres foyers de soins, des foyers à besoins spéciaux, par exemple. Et c'est ce qui a permis de pouvoir libérer ces patients-là le plus rapidement possible et les acheminer à domicile ou dans le niveau de soins approprié. Donc, ça l'a permis aussi d'éviter certaines hospitalisations parce qu'on pouvait travailler avec ces gens-là dès le début, là, puis du moment où ils se présentaient à la salle d'urgence avec Développement social, avec le médecin, et on a eu du succès. Alors, présentement, à Grand-Sault, on tourne autour de 4, 5 patients, 6 patients qui sont en attente de placement, et c'est un travail qui est continu. La clé du succès là, réside vraiment dans le fait que la personne puisse retourner à domicile très, très rapidement après son hospitalisation. Et pour ce faire, donc, ça doit se faire rapidement. On doit être capable de mettre en place une panoplie de services qui va encadrer cette personne-là. Et dans les premiers 30, 45 jours, des fois, il va falloir accroître le nombre d'heures de support. Et c'est en faisant ça qu'on permet on donne la chance à la personne de ne pas prendre sa décision d'aller en placement ou dans une maison de soins dans une situation où elle est très vulnérable. On ne dit pas qu'elle ne peut pas y aller. Au contraire, si c'est ce qu'elle désire, si c'est son choix. Mais cette décision-là est toujours mieux prise quand elle est à domicile et non sur un lit d'hôpital. Béatrice Seymour, l'Acadie Nouvelle. J'aimerais savoir si vous avez chiffré ce que représentent finalement les 99 suppressions de lits et si cela va engendrer des coupures de postes. Globalement, et j'arrondis un peu les chiffres, là, mais ce sont des économies annualisées de 5 millions de dollars et on doit réinvestir la moitié pour mettre en place ces alternatives-là.
Par rapport à la suppression de postes, c'est trop tôt pour dire. Ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y a certains postes ou des catégories de postes où on a des vacances, c'est-à-dire que les postes ne sont pas comblés. Et bien sûr, là, il faut travailler dans le respect des conventions collectives, des attentes qui sont signées avec les syndicats. Donc, ça reste à faire pour qu'on puisse vraiment évaluer là, les impacts au niveau du personnel. Sorry. Yep. Moi, je voudrais peut-être juste ajouter ce que M. Nantin a mentionné concernant, je pense, le redéploiement de nos forces, de nos ressources humaines. Justement, juste pour faire un peu du pouce sur ce que Dr Desrosiers mentionnait, dans la zone du Restigouche, les conditions propices aux soins ambulatoires étaient... on avait des sérieux défis, des personnes qui auraient pu recevoir des services de façon ambulatoire à domicile étaient plutôt hospitalisées. Puis on a mis avec des moyens très modestes des services en place. Puis les derniers résultats nous démontrent qu'on a réussi de passer de 10 de nos hospitalisations pour des conditions propices aux soins ambulatoires à 7 Mais le point que je veux faire, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on voulait mettre ces initiatives de soins ambulatoires-là en place, le défi qu'on avait était si on affichait les postes, et bien là, à un moment donné, c'était au détriment de notre capacité de pouvoir bien mettre en place tout le personnel nécessaire dans nos lits d'hôpitaux. Fait que là, on réussit à redéployer nos forces ouvrières de façon différente. Et puis, les résultats nous démontrent, là, depuis les dernières initiatives sont quand même assez modestes, qu'on a quand même réussi à diminuer l'achalandage dans nos lits d'hôpitaux. C'est toujours le défi, le l'œuf ou la poule, là. So the question I was asked is how much will this Donc, la question, c'était comment est-ce que cette transformation de la modernisation, de fermeture des lits, de mettre en place des soins alternatifs et d'atteindre des EHPAD annualisés, ça devrait générer à peu près 10 millions annuellement. Mais il y a un réinvestissement d'à peu près la moitié de ce montant-là pour élaborer ces nouveaux services qui doivent être mis en place. C'est 10. Comment est-ce que j'ai dit? En anglais, c'est la bonne réponse. Ah, excusez. Ah, j'ai dit 5. Non, c'est 10. Ah, c'est pour ça que les gens me regardaient. J'étais sûr que j'avais dit bon chiffre. Non, c'est 10 millions et on réinvestit 5 millions. Je m'excuse. Merci d'avoir... Comment vous allez vous y prendre pour... Vous avez dit tout à l'heure que les hôpitaux ciblés n'ont pas encore été déterminés, mais comment on fait pour déterminer dans quels hôpitaux on va réduire ces lits-là? Est-ce que vous craignez qu'il y ait peut-être des mouvements de frustration dans les communautés également? Et comment on fait pour éviter ça? Oui, mais disons là, que pour identifier spécifiquement dans quels hôpitaux ça va se faire, on va poursuivre nos travaux par rapport à de l'information qu'on a déjà, en place sur l'utilisation. Donc, on a un certain, disons, on a plusieurs informations, plusieurs données. Donc, on va poursuivre l'analyse et on va pouvoir un peu, à partir de ça, raffiner quel service qui ferait en sorte qu'on pourrait fermer ces lits ou transformer ces lits-là en options. Donc, il va y avoir des conditions qu'on va regarder de telle sorte là, que on pense que c'est sûr qu'on va discuter avec les communautés, qu'on va discuter avec les professionnels et on va voir quelles sont les meilleures options. Est-ce que ça va engendrer de la frustration? Je ne pense pas. Ça va-tu engendrer des inquiétudes temporaires? Probablement. Mais quand ils vont voir les alternatives, on a comme l'impression qu'il y en a plusieurs qui vont lever la main et dire, bien, nous, on aimerait être un site pilote. Donc, déjà, ça commence à se manifester, des gens qui sont peut-être dans une situation où ils veulent avoir ces transformations un peu plus rapides. Donc, il s'agit de bien coordonner ça et de façon à maximiser les chances de succès. C'est sûr qu'on va le faire en collaboration et en concertation avec les intervenants et les situations spécifiques des établissements.
Oui, j'ai une deuxième question. Et pardon, c'est Juliane Lapointe de Radio-Canada. Je ne me suis pas présentée. Il y a également, dans les dernières semaines, des gens qui ont... Bon, il y a des inquiétudes qui sont ressorties, mais il y a certaines personnes qui ont dit que votre plan pourrait donner des munitions au ministère de la Santé de couper des lits, mais également couper les services d'urgence. Comment on évite ce genre de scénario? Disons que je pense que le gouvernement, le ministère et tous les intervenants, on a avantage à trouver les meilleures solutions. Il n'y a personne là, qui fait exprès pour créer des problèmes dans ces périodes déjà assez difficiles. Donc, je pense que les gens, si on leur propose des options qui vont faire en sorte qu'on transforme et qu'on modernise et qu'on améliore les services, je pense que c'est une situation gagnante-gagnante. Mais il faut l'expliquer, il faut la communiquer. Il faut que les gens comprennent qu'il y a des alternatives, que les gens ne seront pas en pire conditions qu'est-ce qu'ils perçoivent aujourd'hui. On a parlé tantôt des us et des coutumes, des cultures. Les systèmes hospitaliers ont été bâtis autour d'hôpitaux. Aujourd'hui, il faut les transformer. Moi, j'ajouterais là-dessus, tu sais, les gens dans la population, souvent les gens veulent rester à la maison, les personnes âgées. Aller au foyer de soins, c'est l'option finale. Souvent, je l'entends, ça. Donc, si on peut améliorer le système, puisqu'on peut offrir plus d'heures de service à domicile que ce qu'on offre à l'heure actuelle, les gens peuvent probablement rester plus longtemps à la maison, être plus heureux. Une prise en charge du côté médical, l'équipe multidisciplinaire pour garder ces gens-là à la maison. Puis, je vais être critique envers nous-mêmes tout de suite. On ne fait pas une bonne job, en bon français, de ce côté-là. C'est là où on veut s'en aller. Puis, je pense que ça va être crucial si on veut maintenir un système de santé viable à long terme de faire ce virage-là. Parce que le virage, le présent, on ne pourra pas le maintenir longtemps, là. Ça fait qu'on n'a pas le choix de faire ce virage-là. Puis je pense que la population veut ça aussi. Il y a un attachement avec les établissements, il n'y a pas de doute, mais les gens veulent être plus près de la communauté. On va regarder les besoins communautaires. On est en train de le regarder tout de suite. S'il faut qu'on déplace des services plus proches de la communauté, on va le faire, ça. Mais le statu quo n'est pas acceptable au jour d'aujourd'hui, là. James Mallor, Northern Light. James Miller, Northern Light. Pour ces aînés où ce n'est pas approprié d'être hospitalisés, pensez-vous qu'il y a assez d'alternatives faisables pour eux, qu'ils peuvent être soutenus complètement dans ce changement? Nous pensons qu'il y a suffisamment de services différents qui peuvent être mis en place pour satisfaire à ces besoins. Tout de suite qu'on dit et ne sont pas bien développés, la panoplie n'est pas assez grande, on peut avoir des soins de répit, des soins de jour, des centres, des hôpitaux de jour. Plusieurs choses peuvent être mises en place qui pourraient offrir ces soins alternatifs à la population. Et c'est pourquoi on ne veut pas fermer ces lits ou les transformer sans avoir ces options en place et qui soient bien pensées, bien analysées et mises en œuvre complètement. Et en connaissance de cause. En jasant avec des collègues depuis quelques semaines, vous savez, si vous demandez aux gens est-ce qu'ils préfèrent rester à la maison ou dans leur maison, la sécurité de leur foyer, s'ils avaient les bons services, c'est presque à l'unanimité, ils vont dire oui. Cependant, ce que les soignants ou les familles diront, on n'est pas assez appuyé. On a besoin de plus de soutien pour garder nos parents à domicile et nos aînés à domicile. Et c'est précisément ce qu'on veut mettre en place. Et c'est pourquoi, dans notre plan, nous avons l'intention de réinvestir certaines des épargnes, principalement sur les services communautaires. Lorsqu'on parle avec des médecins, ils sont pas mal en ligne avec ce qu'on veut aller et ils lisent très souvent. Si ce patient pouvait avoir quelques heures de plus de soins à domicile, on pourrait probablement donner le congé à ce patient plus tôt. On a besoin d'avoir cette collaboration avec Développement social, Ambulance Nouveau-Brunswick et nous-mêmes et tous les partenaires et parties prenantes, et pas seulement que nous-mêmes, comme Régie de santé. En ligne, Jacob, est-ce que tu aurais des questions? Non, ça va, merci. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres en ligne? Any others online? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en ligne?
Merci. C'est encore Béatrice Seymour de l'Acadie Nouvelle. Et puis, si j'ai bien compris, durant votre présentation, vous maintenez les services d'urgence tels quels, sauf qu'après la mise en œuvre de votre plan, notamment les suppressions de lits, vous allez réévaluer la situation. Est-ce bien cela? Oui, actuellement, ce qu'on propose, c'est de maintenir les services d'urgence tels quels, c'est-à-dire en termes d'heures d'ouverture, mais ce qu'on propose, par contre, c'est de mettre en place des services qui vont permettre la diminution du nombre de visites ou avoir des visites qui sont plus appropriées pour des services d'urgence. Donc, quand ça va être mis en place, on va évaluer les impacts de ça et voir comment, avec nos partenaires, on peut encore aller plus loin. La plupart des cliniciens à qui on a parlé voient difficilement qu'on pourrait fermer des urgences actuellement sans mettre en place ces options. Et nous, on est d'accord là-dessus. Et ce qu'on propose, c'est de vraiment là, travailler avec Ambulance Nouveau-Brunswick, un peu comme Stéphane a dit, travailler avec les santé communautaires, avec les cliniques, avec les médecins pour qu'ils puissent offrir certaines plages horaires de façon réserver des plages horaires pour des situations qui ont besoin d'être vues. Voir aussi là, comment on pourrait organiser pendant la fin de semaine si quelqu'un a besoin de services rapides au niveau des soins à domicile, ce qui éviterait vraiment des achalandages à l'urgence, disons, des visites plus pertinentes et une réévaluation en bout de piste. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin? Et qu'est-ce que ça générerait comme autre opportunité là, quand on aurait mis ça en place. Et puis, concrètement, vous ne savez pas pour l'instant quelle part va prendre les suppressions de lits. Bon, on parle de 41 lits dans la zone Acadie-Bathurst. Oui. Donc, ça suppose qu'il y en aurait à l'hôpital de Bathurst, sauf que là, vous êtes en train de faire une construction, un ajout de 230 millions, je pense, le projet. Est-ce que ça a été pris en compte? Ça va être pris en compte? Parce que ça voudra dire notamment espace moins important nécessaire? Disons qu'actuellement, à Bathurst, et je vais demander à Stéphane aussi là, de peut-être ajouter s'il y a des choses que j'oublie, là, mais ce qui arrive aussi, là, c'est que quand à un moment donné, un hôpital devient désuet, les nouvelles normes qui sont développées font en sorte là, que pour la sécurité et la qualité, les chambres, disons un exemple, les chambres à 4, on doit, à cause des infections, prévoir des chambres un peu plus appropriées. On doit prévoir aussi plus de salles de bain, des salles d'eau, de telle sorte là, qu'il y a moins de personnes qui utilisent les salles. Donc, l'espace, on en a toujours besoin. Il y a toujours il y a des services ambulatoires aussi qui peuvent être donnés en milieu hospitalier. Donc, l'utilisation des espaces ne sera pas vraiment un problème, mais beaucoup plus une amélioration des services qui vont y être donnés. C'est évident que le plan pour l'hôpital de Bathurst s'est bâti depuis 5-6 ans. Donc, le plan était de bâtir un établissement de 215 lits. On n'ajoutait pas de lits. C'est sûr que dans une transformation comme celle-là, il y aurait peut-être un impact, mais quand même, notre plan de construction est bâti sur 7 ans. Donc, on a encore de la place à s'ajuster au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, il y a peut-être d'autres initiatives qu'on va faire, justement, les services ambulatoires, où est-ce qu'on veut quand même performer mieux. On va quand même avoir des soins ambulatoires à la fine pointe de la technologie, mais il y a sûrement d'autres éléments qui vont venir rentrer en ligne de compte que sûrement l'espace ne sera pas dépensé à rien faire, en principe. 12 à 18 mois, c'est le temps que vous vous donnez, mais là-dedans, comment vous faites pour vous assurer, parce que vous parliez tantôt d'un changement de culture, est-ce que 12 à 18 mois, c'est assez pour changer une culture, surtout quand on pense que les foyers de soins, tout de suite, il n'y a pas nécessairement les lits nécessaires pour aller accueillir les aînés, tout ça. On parle d'un manque de ressources, même le service qui n'est peut-être pas adéquat en ce moment. Donc, comment s'assurer que tout tombe en place là, de façon à ce que personne ne soit pénalisé dans ce changement de structure-là? Oui. Disons qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place très, très rapidement. Puis je vous donne un exemple. Admettons que quelqu'un en foyer de soins a besoin, tombe et aura besoin d'examen diagnostic. Il y a peut-être moyen d'organiser ça
de façon assez rapide, de façon à ce que la personne n'ait pas besoin d'attendre. Donc, ça peut être une façon. Aller donner des services, un peu plus d'expertise de soins infirmiers dans un foyer de soins, par exemple, ou donner un peu plus de support à une personne qui désire mourir à un foyer de soins. Ce n'est pas des transformations qui nécessitent beaucoup de temps. Par contre, ça peut avoir un grand impact. Donc, ce qu'on va regarder dans la planification, c'est de voir où on peut avoir un impact rapide pour faire cette progression-là. Mais concrètement, avez-vous une idée déjà en tête? Bon, déjà, dans les premiers mois, on va s'attaquer à ça d'abord pour ensuite que ça s'enchaîne. Est-ce que, comme dans le plan, outre le 12 à 18 mois, est-ce qu'on sait déjà par où commencer, par exemple? Oui, on sait où les choses auraient plus d'impact, mais il reste quand même à déjà déterminer dans quel établissement on va réaffecter ces lits-là. Donc, ça, c'est une espèce de base qui va nous permettre de faire les réajustements. Et ça va être fait au cours des prochaines semaines. Oui. Puis en fait, il y a quand même déjà plusieurs initiatives qui ont été lancées par le développement social avec Chez Soi d'abord, Home First, qu'on est en train d'implanter, entre autres, plusieurs stratégies dans la péninsule acadienne, dans la région Chaleur. Puis un peu comme le Dr Desrosiers disait, on est aussi, depuis plusieurs derniers mois, à évaluer notre type de clientèle, les durées de séjour, les pourquoi, les raisons pourquoi est-ce qu'on ne congédie pas. Donc, on est déjà en train de travailler sur plusieurs initiatives. On regarde le type de patient qu'on admet, les raisons, puis on est en train de travailler avec le secteur communautaire, entre autres le programme extramural, pour assurer un congé plus rapide des établissements. Donc, oui, il y a les personnes en attente de placement, mais il y a aussi tous les autres types de personnes qu'on admet à tous les jours, qui rentrent et qui sortent de notre établissement, qu'on veut aussi gérer. Nos durées de séjour sont longues au Nouveau-Brunswick, donc on veut tenter de raccourcir ça, qui va avoir un effet sur l'utilisation de nos lits aussi. Il y a deux projets actuellement en cours là, qui ont débuté il y a quelques semaines ou même peut-être un mois dans un cas, dans 2 zones, où on regarde ce qu'on appelle, nous, là, des gens qui sont très malades et qui ont besoin des services de façon, on pourrait dire, récurrente et fréquente. Et ces gens-là, ce sont des gens là, qui, si on vous le présentait d'une certaine façon, qui utilisent une part beaucoup plus que proportionnelle des soins hospitaliers et des urgences. Donc, des gens qui viennent à l'urgence peut-être 7-8 fois dans un an, des fois, peut-être même plus, qui sont hospitalisés une dizaine de fois par année. Et avec ces gens-là, on les ciblait, on est en train de les cibler, d'identifier comment on pourrait mieux les supporter dans la communauté. Donc, oui, il y a des travaux qui sont avancés, oui, il y a des choses qui sont des pistes là, sur lesquelles il faut continuer, qui vont avoir des impacts assez rapidement. Ça, c'est 2 projets qui peuvent donner des résultats à court terme. Si je peux ajouter, l'idée, c'est de bien connaître les besoins de ces clients-là et de travailler avec les cliniciens et de voir quel est le meilleur service qui est approprié pour le niveau de soins qui est requis pour ces patients-là. Souvent, les gens se présentent à l'urgence parce qu'on ne réalise pas qu'il y a peut-être d'autres options. Et c'est en travaillant en équipe avec les cliniciens et aussi le patient et sa famille qu'on sera en mesure de déterminer puis de réorienter différemment les niveaux de service. Puis c'est pas toujours à l'hôpital. Désolée, ça sera ma dernière, promis, pour aujourd'hui. Jusqu'à demain. Dans le cadre de la révision stratégique des programmes, il y a quand même à plusieurs reprises des gens du Nouveau-Brunswick qui ont dit que, selon eux, la solution, c'est de fermer les hôpitaux en milieux ruraux et de fermer les services d'urgence. C'est ressorti dans le rapport en mai. Pourquoi vous, dans votre plan, c'est pas ce que vous suggérez, alors que certains pourraient penser que c'est la solution la plus facile plutôt qu'avoir un plan à long terme, tout ça? Pourquoi s'entêter à garder ces services-là ouverts? D'abord, c'est vraiment important de comprendre là, qu'on cible, on cible l'ensemble du réseau. Donc, tous les établissements du réseau Vitalité, plutôt que 3 ou 4. On pense qu'il y a des pistes d'amélioration
parce qu'on a regardé les données, on a regardé l'utilisation, on a regardé les profils des clients, et qu'on pense que si on regarde à seulement 3-4 établissements, c'est une option qui est toujours possible, qui est toujours là, mais qu'on va manquer peut-être un peu une occasion de vraiment transformer l'ensemble de l'organisation et de toutes ses composantes, parce qu'il y a des situations similaires d'un établissement à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'en bout de piste, les transformations ne seront pas plus importantes dans un établissement que dans l'autre. Mais au départ, on a des similitudes, on a des problématiques, on a des défis qu'on pense qui sont communs. Je pense que aussi, certaines personnes qui pensent que c'est facile à cibler les milieux ruraux se trompent énormément. Il y a des besoins dans ces populations-là, comme dans les centres urbains tels que Moncton. Les gens de Kent, les gens de la péninsule acadienne, Restigouche, partout, nord-ouest, on ne peut pas juste arriver puis dire qu'on va former des hôpitaux. On trouve qu'il y a un non-sens aujourd'hui dans cette attitude-là, parce que les gens se servent des urgences des niveaux 4 et 5. Il y a une raison pour ça. C'est parce qu'ils vont ailleurs puis il n'y a pas de service. Ça fait que nous comme organisation, il faut qu'on regarde à ces besoins-là, très important, puis qu'on permet aux patients, à leurs familles, d'avoir des services locaux qui vont être pris en charge. Puis Dr. Desrosiers pourrait probablement mieux parler de ça aussi que moi. Mais à l'heure actuelle, c'est pas partout, ça. Ça fait que le bobo qu'on a, c'est que les gens se tournent vers l'urgence parce qu'ils n'ont pas d'autre place à tourner. Ça fait que nous, on a un travail de ce côté-là à faire, un travail important. Ça fait qu'au cours de la prochaine année, on a du travail. Alors, je pense que ça fait pas mal le tour de la question, à moins qu'il y ait d'autres interventions de la part des représentants des médias. Alors, j'aimerais... Oui. Juste une précision. Quand vous parlez du 12 à 18 mois, est-ce que cette période-là représente la mise en œuvre globale de ces initiatives-là ou les débuter? Dès qu'on a l'autorisation, et ça va prendre de 12 à 18 mois à implanter complètement. Ouais. Alors, merci tout le monde pour votre participation cet après-midi et bonne fin de journée. Merci beaucoup.